Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on vous le dit, on vous le répète, pas d'écran avant de dormir. Ça vaut pour les enfants, oui, mais aussi pour les adultes que nous sommes. Démonstration dans un instant, ce sera avec la famille Tout Écran et le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, aujourd'hui, en ces périodes de vacances scolaires, tu vas t'interroger sur les nouvelles technologies qui changent radicalement notre rapport au voyage. Et oui, tout à fait. Est-ce que voyager dans le métavers, c'est voyager quand même? Est-ce que nos transports toujours plus rapides nous rapprochent ou nous éloignent de l'altérité qu'on recherche quand on part en voyage? Ce sont les questions qu'on se posera aujourd'hui. Ah bah, quelle belle question, et j'imagine des réponses aussi avec toi. Notre question du jour, j'espère qu'elle a une réponse elle aussi. Tiens, le salon de l'agriculture ouvre ce samedi à Paris. La plus grande ferme de France est elle aussi la plus grande start-up de l'Hexagone. Comment les agritech préparent le monde qui vient du respect du vivant à nous, citoyens consommateurs? Quel talent pour l'agriculture de demain? On en parle avec nos invités. Justine Lipuma, vous êtes membre du bureau de la ferme digitale et la fondatrice de la start-up Myco Phyto. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et Alexandre Vézel, vous êtes directeur de recherche de l'ISARA, qui est une école justement où l'agroécologie est mise à l'honneur. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et les études le confirment. Oui, les écrans perturbent le sommeil des adultes et des enfants. Comment arriver à les laisser de côté pour une véritable nuit réparatrice? Des mots avec ce nouvel épisode de la famille Tout Écran en partenariat avec le Clémy. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouge et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Ça, c'est le tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris, les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Et voilà pour notre pastille d'éducation aux écrans et au numérique. L'agriculture, c'est le vivant au quotidien. On va plonger dans les coulisses et les travées du Salon de l'agriculture 2023. C'est la première partie du talk. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Justine Lipuma, membre du bureau de la ferme digitale. Vous êtes également fondatrice de la start-up Myco Phyto. Alexandre Vézel, directrice de la recherche de l'ISARA, l'école qui met encore une fois l'agroécologie à l'honneur. Alors, vous le savez, le Salon de l'agriculture ouvre littéralement demain, 25 février, 5 mars, pour ces dates très précises. Et là aussi, l'agritech va être mise à l'honneur cette année, notamment avec vos actions, celle de la ferme digitale. Justine, 6 ans d'existence pour cette ferme digitale, 113 startups adhérentes, c'est 2000 métiers de l'agritech et de la foodtech en tout. L'objectif de la ferme digitale, c'est avant tout de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante, durable et citoyenne. C'est très beau dit comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tout simplement qu'au sein de la ferme digitale, on essaye de regrouper tous les univers, donc il y a 9 univers en tout, qui vont permettre d'apporter des changements pour l'agriculture de demain, que ce soit au niveau des agtech, de la robotique, des sujets du carbone, des biotech, des nouveaux modes aussi de production. De nouveaux agriculteurs sont en train d'émerger avec de nouvelles formes de production. Donc c'est vraiment d'arriver à faire se parler déjà tout cet écosystème riche de start-up qui se crée aujourd'hui en France et d'arriver à les faire croître pour faire émerger les licornes de demain qui vont permettre de faire sortir des solutions concrètes disponibles pour les agriculteurs et pour leur permettre de réaliser une transition agro-environnementale. Donc c'est tout l'enjeu de l'association, c'est de mettre en avant ces projets, de les rendre visibles et de les faire travailler entre eux pour qu'on soit beaucoup plus performants en travaillant aussi avec des partenaires comme des écoles notamment. Alors, je le disais tout à l'heure, 113 startups qui constituent la ferme digitale au quotidien. 60 d'entre elles seront avec vous pendant ces grandes journées du Salon de l'Agriculture. 4 écoles partenaires, là aussi, vous le disiez il y a un instant. AgroParisTech, ESA Angers, les Établières et Unilassal, pour ne citer qu'elles. Quand on parle à la fois de start-up, de l'agritech et de la foodtech, ça veut dire que là aussi, même en matière de numérique et d'agriculture, on pense de la fourche à la fourchette? Tout à fait, c'est vraiment la ligne directive de la ferme digitale, c'est de travailler de la fourme à la fourchette, d'aller jusqu'à des nouveaux modes de consommation, de nouveaux aliments. Et donc d'aller vraiment de la fourche, du champ, voire même de la mer, hein, puisqu'on a aussi des adhérents qui sont sur des nouveaux modes de production de la pêche, et puis jusqu'au consommateur, jusqu'à des nouveaux types d'acheminement aussi des productions alimentaires. Et donc oui, sur le Salon de l'Agriculture, on aura un espace de 800 mètres carrés dans le hall 4, donc avec une place centrale et plus de 60 startups qui seront représentées, avec 9 univers représentés et 80 conférences pour parler de ces sujets. Et ce champ, justement, dont vous parliez, vous le voulez beaucoup plus écologique, beaucoup plus green. C'est notamment d'abord l'objet de votre thèse de doctorat en microbiologie qui portait sur la symbiose entre les plantes et les champignons. Vous en avez fait une start-up, Mycophyto, créée en 2017. 2022 déjà, prix de la start-up de l'année pour la région Sud-Est pour la 30e édition du prix de l'entrepreneur organisé par EY. Mycophyto, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, Mycophyto, c'est une deep tech qui développe effectivement des solutions à base de microbiologie et plus précisément de champignons qui sont présents dans le sol et qui vont être capables de s'associer avec les plantes pour réduire les besoins en intrants, pour s'adapter à des problématiques de sécheresse. Donc, on est capable d'avoir jusqu'à des concentrations de 40% d'eau en plus au pied de vigne mycorhizés par rapport à des pieds de vigne qui ne sont pas mycorhizés. Donc, on va être capable de lutter contre des problématiques de sécheresse, de changement climatique. Et c'est aussi d'utiliser ces champignons pour avoir plus de fruits, plus de fleurs, donc d'augmenter les rendements et de réduire les impacts environnementaux. C'est là tout l'enjeu de Mycophyto, en sachant quel type de champignons à les produire et formuler pour les positionner à quel endroit, dans quel contexte de sol, de plantes et de climat. Donc associer naturellement des plantes et des champignons pour accroître la productivité agricole, c'est possible ? Tout à fait, et c'est exactement ce qu'on fait chez Mycophyto. On augmente de 30 à 50% les rendements, tout en réduisant de 30 à 40% les impacts environnementaux en termes de besoins d'intrants chimiques, mais aussi de besoins en eau. Et donc, on est en pleine phase d'industrialisation et de croissance. On a aujourd'hui une vingtaine de personnes et on a réalisé une 2e levée de fonds cette année. Et c'est adaptable sur tous les types de champs. On parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, de l'essor de l'agriculture bio, mais pas seulement. Les législations et régulations qui limitent l'utilisation de pesticides. On sait notamment que les betteraviers ont mené une fronde pour éviter l'interdiction de l'utilisation dans des phytos dont eux ont besoin justement pour aider les betteraves à se développer. C'est une grande question, une grande polémique. On imagine qu'elle sera encore dans les travées du salon et sur la bouche des exposants et dans la tête aussi des visiteurs cette année. C'est donc utilisable sur cette solution-là, Mycophyto, sur tous les types de plantations et de champs.
Alors cette solution, elle s'utilise sur plus de 85% des plantes terrestres et dans tous les types de contextes. Et l'idée, effectivement, pour nous, est de renouer avec les équilibres. C'est d'ailleurs notre slogan, cultivons l'équilibre de la nature. Et donc d'arriver effectivement à travailler d'une manière différente et en mettant en avant toutes les possibilités que peut nous offrir le sol et la vie des sols, qui est une richesse incroyable pour nous arriver à repenser nos systèmes agricoles. Alors pour ce qui est de la betterave, malheureusement, elle fait partie des quelques plantes qui ne peuvent pas se mycorhizer, mais on peut travailler sur des plants en coculture qui, eux, vont être mycorhizés et pourront amener de manière indirecte des bénéfices aux cultures de betterave. Mais sinon, pour tous autres types de cultures, c'est possible. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce que vous êtes en train de décrire à la fois avec votre start-up et puis les solutions apportées au sens large du terme par la ferme digitale, c'est très exactement la mise en action de la matière dont vous êtes expert, Alexander Wezel. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche de l'ISARA, une école justement d'ingénieurs agronomes située à Lyon, mais pas que, un deuxième campus a ouvert il y a quelque temps, et vous êtes un des experts mondiaux de l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, on parle de quoi exactement ? C'est toujours là une bonne question qui n'est pas si facile à répondre, mais c'est concevoir de manière plus durable le système agricole et agroalimentaire de demain pour avoir moins d'impact environnemental que ça paye aux agriculteurs, par exemple, mais aussi que c'est socialement juste. Donc, c'est souvent, on parle de trois approches différentes dans l'agroécologie. Une qui est dans une discipline scientifique, qui est par exemple utilisée beaucoup ici à l'ISARA, comme dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement, mais aussi c'est un ensemble de différentes pratiques agroécologiques pour développer plus des pratiques durables. Et d'autre côté, c'est aussi un grand mouvement maintenant comment on peut transformer plus le système agricole et agroalimentaire actuellement pour avoir des systèmes plus équilibrés et solidaires et durables. Alors justement, le thème du Salon de l'agriculture de cette année, c'est le vivant au quotidien. Là aussi, c'est une application directe de l'agroécologie. Je rappelle notamment que l'école d'ingénieurs dont vous êtes directeur de la recherche, ingénieur agronome s'il en est, met aussi la question de l'agroécologie au cœur de son enseignement, de sa pédagogie et au service du bien manger. On le disait tout à l'heure avec Justine, on pense de la fourche à la fourchette. Là aussi, quand on forme les talents de l'agriculture de demain, et les talents ingénieurs notamment, on pense de la même façon. Oui, les talents de demain, il faut les voir un peu différemment que je crois qu'avant, parce que d'une côté, on a besoin des talents aux spécialistes, ceux qui peuvent encore être très pointus sur le métier, mais on a aussi beaucoup besoin de talents qui peuvent fédérer des compétences différentes pour concevoir le système de demain, des innovations ou concevoir des projets pour accompagner des gens dans différentes disciplines. Donc, ils ont besoin d'adaptabilité, flexibilité. Donc, c'est un peu des talents qui sont différents de qu'on a vu peut-être il y a 10 à 15 ans. Oui, en effet, ce sont des talents qui changent et qui se modifient aussi en fonction de la façon dont on a envie de concevoir cette agritech, cette foodtech, cette agriculture et cette façon de bien manger dès demain. Je crois qu'il y a une volonté forte, notamment au sein de l'ISARA, c'est celle de transformer les systèmes alimentaires. Oui, parce que c'est la question, est-ce qu'on peut rester sur le paradigme de productivisme qui nous a piloté énormément depuis la Révolution verte, et on voit qu'il y a quand même certaines contraintes qui s'est établies ou des impacts négatifs. Donc voir comment on peut nourrir le monde de demain, mais avec moins d'impact environnemental et aujourd'hui aussi l'impact sur le changement climatique qui est un enjeu tellement fort, pas en France, mais partout dans le monde. Et comment l'agroécologie peut contribuer avec des systèmes, avec des moins intrants qui sont plus basés sur des processus écologiques et des services écosystémiques pour concevoir des systèmes performantes, mais avoir de moins d'impact qu'avant.
Justine, je reviens vers vous parce qu'encore une fois, cette agroécologie, Alexander et les talents qu'il forme notamment à l'ISARA, eh bien justement l'apprennent, la développent. Vous la mettez en pratique tous les jours. Transformer les systèmes alimentaires, ça fait aussi partie à la fois des missions de Myco-Phyto et de la ferme digitale. Comment est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, l'agroécologie, ce n'est pas juste une tendance, c'est une urgence et une nécessité? Bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Nous, on le voit avec les agriculteurs avec lesquels on travaille, alors que ce soit du côté Myco-Phyto, mais aussi des agriculteurs qui sont maintenant partenaires au niveau de la ferme digitale, qu'ils vont très vite ne plus pouvoir produire de la manière dont ils produisaient jusqu'à présent, notamment pour des problématiques climatiques qui sont aujourd'hui non plus des prévisions, mais une réalité. Et qui font qu'on se doit de penser différemment nos systèmes agricoles. On le voit aussi avec la crise qu'il y a eu à l'est de l'Europe, qui a amené une flambée du prix des engrais, qui rend difficile l'accès à ces engrais qui étaient jusqu'alors assez facilement accessibles d'un point de vue financier pour les agriculteurs. Et donc, il faut impérativement que l'on change. Et cette notion d'agroécologie devient maintenant une réalité à laquelle il faut qu'on fasse front tous ensemble. Et pour cela, il faut amener de l'innovation et c'est par l'innovation et via un continuum d'innovation de la recherche jusqu'à l'agriculteur qu'on arrivera à mener ça. Alors j'ai envie de dire qu'on prêche des convaincus à la fois avec les adhérents et les adhérentes de la ferme digitale, à la fois avec les talents de l'ISARA et avec vous deux, Justine et Alexander. Comment est-ce qu'on fait pour y convertir l'ensemble de l'écosystème agricole en France et en Europe? Alexander peut-être. Ok, d'accord. Donc, c'est voir aussi comment ces nouveaux systèmes qu'on veut concevoir sont rentables, par exemple, pour les agriculteurs, ça veut dire économiquement intéressant, et que le rendement et la production tient avec le changement climatique. Donc, il faut établir des systèmes qui sont plus flexibles chaque année, des adaptations à faire dépendant du météo, les ressources en eau qui sont disponibles, mais aussi avec les intrants qu'on a de moins en moins ou à des prix énormément plus chers, comme les intrants chimiques, et chercher d'autres intrants ou valorisations, comme les produits, comme les biocontrôles, ou c'est basé sur des services écosystémiques comme la fixation d'azote ou les mycorhizes, comme ça a été dit aussi tout à l'heure. Justine, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir convertir l'ensemble de l'écosystème agricole à cette idée que l'agroécologie, c'est une urgence? Oui, nous, c'est quelque chose auquel on essaye de s'atteler à mener. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé au travers de la French Agritech pour arriver à rayonner plus largement encore que ce qu'on peut faire à l'échelle de la ferme digitale. Et l'idée, c'est d'arriver à démontrer effectivement que nos solutions sont efficaces. Pour ça, il faut qu'on ait des agriculteurs partenaires, il faut qu'on puisse travailler avec toute la chaîne de valeur de ce monde agricole, que ce soit les centres techniques, les chambres d'agriculture, les pôles de compétitivité, les coopératives, et qu'on soit capable de démontrer que des solutions innovantes peuvent être efficaces dans des conditions de vie réelles. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour montrer que ça marche. L'innovation, c'est du très concret. On va continuer à en parler avec vous de Justine, Alexander. Dans la deuxième partie de cette émission, la plus grande start-up de France ouvre à Porte de Versailles. Et oui, elle met en avant l'agritech et la foodtech. Vous le savez, c'est le salon de l'agriculture. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. Down with 250K, we could better trade on that, nigga. Will I do you want for me? Hey, I hit a 2 to 3. Fucking wrong with me, you see, I'm not on fire, I need a grace. Heard it comes through body when...
Et voilà pour le zap d'Edouard Degnaud, qui est décidément beaucoup trop dans le futur pour nous. Parfois, Jeanne, c'est ce qu'on se disait, en effet, en voyant ces images. Allez, on pourra justement regarder ce zap dans les rediffusions de l'École du futur. Mais d'abord, vous êtes bien de retour sur la deuxième partie de cette émission. Vous le savez, aujourd'hui, on parle du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain à la porte de Versailles. C'était donc une porte au carré. En tout cas, on en parlera avec Justine Lipuma et avec Alexander Wesel, nos invités du jour. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui avec toi, on voyage. Oui, parce que c'est le premier vendredi des vacances scolaires pour les Parisiens et pour les Parisiennes. Et on va pouvoir voyager avec toi partout, quand on le veut et où on le veut. Et oui, et moi qui ne suis pas en vacances, moi je suis bloquée à Paris et la cruauté de la vie a voulu que j'aille voir une exposition intitulée « Faut-il voyager pour être heureux ?» organisée par la fondation EDF. Alors d'abord, je dois dire que j'y suis allée à reculons, le bonheur qu'est-ce que c'est ? Voyager, aller à d'autres. Moi je suis à Paris avant de tomber dans les salles, pas mécontente, sur les adolescents ingrats, photographiés par Martine Parr qui se font leurrer par des montres trop peu chères pour être vraies sur le marché de Bali, ou sur cette photo de Santiago Serra qui caricature l'invasion des touristes allemands à Majorque avec cette bannière dehors les insulaires dit en allemand. Bref, je retourne chez moi et là en scrollant sur le net, j'entends la douce voix de Marina Rollman. Ça y est, j'ai plus envie de sortir de chez moi. J'ai assez voyagé, j'ai assez rencontré de gens, j'ai assez dit des non mais vous avez trop raison d'aller dans le 15e avec le petit, ça va être top. C'est bon, c'est terminé. Voilà. Non mais sérieusement, pourquoi on sort encore ? On est dans un siècle dans lequel il est possible de commander de la nourriture infiniment délicieuse depuis son lit, tout en regardant les spectacles les plus barges qui soient faits depuis le début de l'humanité. Pourquoi ferions-nous quoi que ce soit d'autre ? Une question en a alors chassé une autre. Il ne s'agissait plus de me demander « faut-il voyager pour être heureux ?», mais au vu des évolutions technologiques, est-il encore nécessaire de voyager ? Mais c'est une excellente question. Quels sont les premiers éléments de réponse ? Alors, déjà, commençons par les images qui, omniprésentes, renvoient autant de lieux différents et par là, rendent la notion de voyage plus floue. Même la rapidité des transports efface la notion même de trajet. Et donc, ça pose la question, quand est-ce que le voyage commence ? Une application, Drive and Listen, propose de répondre quand on rentre dans le taxi, le voyage commence. Tiens, une fois l'avion atterrit. L'expérience que rejoue le site permet de prendre la route dans n'importe quelle ville du monde, branchée sur la radio locale de la Côte d'Azur à Buenos Aires, où on entend la voix suave d'Atahualpa Yupanqui. Juste avec cette simple app, on ressent ce souffle d'ailleurs. On ne peut que se demander d'où vient-il ce souffle, des souvenirs que ça nous rappelle, de l'inconnu qu'on ressent au début d'un voyage. Mais surtout, une autre question se prononce en filigrane, c'est-à-dire comment se fait-il que cette expérience du taxi et du voyage soit si proche du cinéma et de son dispositif ? On a la fenêtre, on a le travelling, on a la bande-son. Et justement, tout ça suffit pour nous faire rentrer déjà dans cette idée du voyage. Ça veut dire quoi que nos envies de voyage, elles sont aussi marquées par les représentations qu'on s'en fait dans les films, dans la photo, dans la pop culture ? Ouais, tout à fait. Je veux dire qu'en fait, il y a des liens si forts entre imaginaire et voyage que parfois il est difficile de savoir quand commence l'un et où finit l'autre. Et si on en revient à nos technologies du voyage, je voudrais prendre l'exemple des bornes Timescope, qui proposent, grâce donc à des bornes de réalité immersive, des machines à remonter le temps, où, grâce à des lunettes qu'on enchausse, on arrive et on voit le Paris du XVIIe siècle, les ponts autrefois habités, les quais servant à l'acheminement des marchandises, l'ancien hôtel de ville, ici les chevaux qui vont faire parfois leur pause déj. Et voir une ville, oui, mais voir surtout des sites, voir des scènes, voir des personnages. Par là, ces machines à remonter le temps, aussi futuristes soient-elles, elles ne sont que des évolutions d'un objet qui, depuis la fin du 19e siècle, est attaché au tourisme et au voyage, la carte postale. Que ce soit la Tour Eiffel, que ce soit la baie de Somme ou que ce soit une femme marocaine, toutes parlent du fait qu'un voyage, pour apparaître comme tel, constitué de moments de vision qui partent du point de vue du voyageur, où un panorama va faire paysage, avec, on l'a vu sur la carte postale de la baie de Somme, des conventions visuelles avec une ligne de perspective, une ligne d'horizon, des bateaux, un surcadrage avec le quai à gauche, où un bâtiment va faire soudain site, où une action et un costume vont faire folklore. Ça veut dire qu'on a besoin justement de pouvoir comprendre ce qu'on voit au travers des images du voyage. Tu nous parles de ces solutions comme des cartes postales, des bornes en réalité immersives.
parfois, il va falloir qu'on accepte de simplifier peut-être un petit peu notre perspective pour pouvoir mieux la comprendre. Alors oui, et il n'est pas inintéressant de se demander quand même quelle part d'altérité est recherchée dans le voyage. Et dans quelle mesure, parfois, on n'a pas tendance, à travers nos représentations, à gommer un peu cette altérité avec nos propres images de ce qu'on considère être l'autre. L'un des penseurs présents dans l'exposition de l'espace EDF, Arthur de Grave, définit le voyage justement par la recherche de l'altérité et aborde par cet angle les univers immersifs et le métavers en se demandant est-ce que explorer des mondes virtuels fait voyager? On l'écoute. Le métavers, je pense qu'il y a quelque chose de différent de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est intégralement manufacturé, en fait. On est dans un univers qui a été produit, créé, imaginé par des designers, par des ingénieurs. Du coup, est-ce qu'on voyage dans le métavers? On peut poser une autre question peut-être un peu provocante. Est-ce qu'on voyage quand on va dans un parc à thème? Est-ce qu'on voyage quand on va à Disneyland, même en allant au Japon ou aux États-Unis? Il poursuit en parlant du risque que ce territoire du métavers soit préempté par des grosses entreprises type Meta et que toute notre expérience soit préconçue par des designers à des fins commerciales. Mais quand le moindre de nos voyages est dessiné par l'homme, quand sur chaque sentier sont prévus des points de vue où la nature fait paysage, où dans chaque village le patrimoine fait histoire et que les boutiques et les fêtes font folklore, on se demande, le tout évidemment redistribué dans l'économie du tourisme, on se demande est-ce qu'on est si loin du métavers? Et est-ce qu'on ne se leurre pas en s'inquiétant particulièrement à propos du métavers et bref, et en se rendant pas compte du fait que tout ça fait partie d'une économie, d'une organisation humaine? Excellente question, mais est-ce qu'il y a des projets, alors ils peuvent être immersifs, plus ou moins technologiques, mais qui tentent d'élargir notre rapport justement au monde tout en nous faisant voyager, parce que c'est quand même le but de la journée, me semble-t-il. Tout à fait. Alors des applications telles que Warm Showers proposent de s'interroger au trajet plus qu'à la destination, avec des tendances au slow tourisme, avec des tendances au cyclotourisme, qui permettent de découvrir mieux et moins loin. Et de la low-tech à la high-tech, parfois les buts peuvent être similaires. Une expérience immersive, l'année dernière, avait eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle et elle était parmi les plus fortes pour mélanger justement la tech et le rapport au vivant. Ça s'appelait l'Odyssée sensorielle et ça présentait des vidéos immersives associées à des odeurs dans un travail de collaboration fait avec le collectif Le Nez. Allez, on écoute. L'exotisme, le bizarre, le différent, le merveilleux commence souvent très près de chez nous. Ce qui est fabuleux, c'est que là, ça permet de prendre conscience de quelque chose qui nous entoure, qui nous nourrit les plantes, quelque chose de très important qu'il faut bien connaître pour mieux le protéger et mieux le gérer demain. On entendait Marc-André Sellos, spécialiste de l'évolution végétale et fongique, parler de la vie que contient le sol, souvent à hauteur de la moitié, voire des 3/4 du vivant. Et l'exposition, justement, elle ne menace certainement pas de remplacer l'expérience directe des choses, mais compte bien inviter avec des odeurs de humus, des odeurs de truffes, des odeurs de feuilles en décomposition, inviter à voir le merveilleux partout et se dire que peut-être le voyage peut commencer juste là, au bout de son jardin. Oh, c'est beau le voyage, évidemment, qui nous invite à chaque instant à découvrir ou redécouvrir le monde autour de nous. Merci infiniment, Jeanne, pour ce voyage en terre, encore une fois, de numérique et d'art. Justine Alexander, j'imagine notamment que ce voyage dans la terre, dans l'humus et dans le sol a su vous inspirer. C'est une jolie façon de revoir Miko Phyto, finalement, Justine. Oui, d'autant plus que Marc-André Sellos est membre de notre comité scientifique, donc je connais bien ses travaux et effectivement, c'est très important qu'on arrive à montrer et à faire voir ce qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu dans le sol, parce qu'on a beaucoup de mal à préserver et à protéger ce qu'on ne voit pas. Donc arriver à mettre en lumière cette vie dans les sols, cette magie de la vie dans les sols, va nous permettre d'avancer et de pouvoir la préserver. Est-ce que c'est aussi une façon, tiens justement, Alexander et Justine, de pouvoir redonner un petit peu de champ des possibles, réenchanter justement l'agroécologie, se dire que le merveilleux se cache aussi justement dans les sols, dans une nouvelle approche de l'agriculture?
Oui, tout à fait. Si on regarde le sol, c'est la base de la production et on ne connaît pas du tout tous les micro-organismes et autres qui sont dans le sol. Donc, on parle aujourd'hui de la santé du sol. Donc, si on connaissait beaucoup plus avec un voyage, par exemple, dans le sol, on aimerait beaucoup mieux savoir comment on peut développer plus la fertilité, maintenir la fertilité et gérer des sols de manière pas durable et pas les dégrader. Donc, le sol, c'est les clés de la production et de l'avenir aussi. Le sol, c'est la clé. Merci Alexander, merci Justine et merci à toi Jeanne. Comme toujours, on continue à parler justement de ce salon de l'agriculture. Les agriculteurs et les agricultrices sont-ils tous et toutes des start-upers en puissance? On le fait tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et pour continuer à en parler, Justine Lipuma pour la ferme digitale et pour Mycophyto, Alexander Wezel pour l'ISARA, cette école qui met à l'honneur l'agroécologie, évidemment, sont toujours avec nous. On en parlait dans la première partie, justement, de cette émission, cette envie aussi de voir ces nouveaux talents au féminin, au masculin, à la fois de l'agritech, de la foodtech, de la fourche à la fourchette, émerger. Ce sont des talents qui ont mis d'ailleurs aussi l'ensemble de l'écosystème à la fois agricole et économique au défi. Souvenez-vous, en juin dernier, les étudiants d'AgroParisTech, au moment de leur remise de diplôme, voulaient être entendus par le monde, notamment de l'enseignement supérieur, en disant que le monde pour lequel ils avaient été formés n'était pas celui dans lequel ils voulaient pouvoir opérer leur talent. Justine, la ferme digitale est notamment accompagnée par AgroParisTech. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que ces étudiants et ces étudiantes ont été entendus ? Alors en tout cas, ces étudiants ont été entendus dans le sens où, au travers des startups qui sont des nouvelles débouchés pour eux, parce que c'est vrai que jusqu'alors, les débouchés qu'on leur proposait étaient plutôt dans des entreprises, dans des grandes entreprises, des grands comptes, et on leur parlait encore peu finalement des possibilités de déboucher en start-up. Aujourd'hui, des partenariats comme celui qu'on peut avoir avec AgroParisTech au niveau de la ferme digitale nous permet de leur montrer aussi un autre champ des possibles pour eux, qui est celui de travailler au sein d'une start-up, voire d'en créer une ou d'en co-créer une. Et ça leur permet finalement de faire ce qu'ils veulent de leur diplôme et de leurs compétences et d'arriver à imaginer ce monde de demain en y étant acteurs pleinement. Et est-ce qu'ils répondent présent quand vous leur proposez soit de les accueillir déjà dans les startups et les scale-up de la ferme digitale, soit d'en créer une avec eux ? Alors, on a beaucoup de nos startups dans lesquelles on retrouve des alumni d'écoles d'ingé d'agronomie, notamment AgroParisTech. Alors, on est toujours en recherche de talents. On a beaucoup de mal à recruter malgré tout dans toutes nos startups. Donc, on continuera à faire un appel du pied sur le salon de l'agriculture pour remontrer ce que font nos startups et en quoi on peut être une débouchée pour tous ces étudiants. Mais malgré tout, on voit qu'on a de plus en plus de demandes de stages, de demandes aussi d'intervenir dans des classes. Moi, j'interviens aussi à l'université, j'interviens dans des formations de microbiologie notamment, ou de biocontrôle, de solutions de type biocontrôle ou de biostimulation, aussi au travers des lycées agricoles, dont on est de plus en plus proche, puisqu'il faut savoir qu'un lycée agricole, c'est un lieu d'enseignement et aussi un lieu d'expérimentation. Donc, c'est très intéressant pour nous. En tout cas, on voit qu'il y a une bonne écoute avec aussi des équipes dédiées à l'innovation dans ces écoles, notamment chez AgroParisTech, qui ont vraiment pour but de mettre en lumière ce qui se fait en termes d'innovation et comment faire le lien entre l'enseignement et l'innovation. L'innovation, c'est aussi au cœur du projet pédagogique de l'ISARA. Alexander, je rappelle que vous en êtes le directeur scientifique. Vous avez créé un incubateur, il s'appelle le Food Shaker by ISARA. L'idée, c'est d'aller stimuler, là aussi, l'entrepreneuriat, l'émergence de start-up dans les filières agricoles et alimentaires. Et depuis 2018, vous avez accompagné 62 projets de création d'entreprises. Oui, tout à fait. Donc, cette start-up, ils sont très bien fonctionné, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup des emplois aussi qui ont été créés. Mais nos start-up sont principalement sur la partie foodtech, donc agroalimentaire, avec des nouveaux produits ou la mise en marché. Mais cette innovation est créée déjà, ou pas forcée, encouragée très fortement dans le cursus, déjà à partir de la 2e, 3e ou 4e année, où il y a des modules spécifiques pour cette
création d'entreprises ou entrepreneuriat et qui peut après un cursus à l'ISARA et avec un diplôme, rentrer dans Foodshaker, donc de créer son propre start-up. Donc il y a une partie des étudiants s'ils veulent, formés pour ça et pour orienter plus vers cette partie food tech. Alors justement, vous faites de vos ingénieurs et de vos ingénieurs des start-upers et des entrepreneurs en puissance. Ça veut dire que là aussi, quand on parlait tout à l'heure de la façon dont les étudiants de notre école AgroParisTech ont pu s'emparer aussi de cette envie de changement et de changer les choses avec les équipes enseignantes, vous les avez entendus. Comment est-ce que ça se traduit dans le projet pédagogique de l'ISARA ? Oui, donc on a beaucoup d'échanges bien sûr avec les étudiants et on est aussi à leur écoute parce qu'on voit que maintenant ils ont aussi d'autres valeurs ou d'autres visions pour l'avenir, dont les questions environnementales très fortes à traiter, le changement climatique, mais aussi la solidarité. Donc ils voient les choses un peu différentes, mais aussi pour l'avenir dans leur métier du travail avec ce qu'on appelle aujourd'hui le work-life balance. Donc c'est une autre génération clairement et qui veut plus entendre seulement on doit produire pour une entreprise quelque chose et on est bon, on veut que ça se conforme à nos valeurs. Donc un vrai changement des attitudes et des attentes par les étudiants et on essaie de répondre déjà dans le cursus ingénieur et avec notre pédagogie sur les interrogations. Et comment est-ce que vous le faites vraiment en pratique alors ? C'est quoi ces réponses ? Des débats très ouverts et peut-être très critiques quelquefois, mais pour bien voir les avantages, les inconvénients de certains paradigmes. Par exemple, le paradigme que pour nourrir le monde de demain, il faut augmenter encore beaucoup des rendements partout, avoir plus des choses à produire. Confronté à un paradigme qui dit non, on a déjà, et qui est d'ailleurs déjà une preuve donnée par la FAO aussi, qu'on a déjà assez, mais le problème, pour nourrir 9 milliards, mais le problème c'est le gaspillage, la perte pendant la transformation, une approche peut-être trop production animale qui consomme 60% de toutes les céréales qui sont produites dans le monde. Donc ouvert avec cette question et débat, mais mettre derrière aussi bien sûr des preuves et des évidences scientifiques et pas de choses seulement de conviction. Oui, parce qu'il est là justement le grand défi, vous le redisiez Alexander, comment nourrir la planète en 2050 ? Si vous formez aujourd'hui ces talents de l'agriculture de demain, et Justine, si vous en faites partie avec Mycofito et l'ensemble des startups et scale-up de la ferme digitale et de la French Agritech, c'est bien pour pouvoir apporter des solutions concrètes à cet immense défi. Concrètement, ça se traduit comment aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut qu'on peut penser à un mix énergétique, un mix de production agricole pour réussir à apporter une réponse à cette question, à ce défi, Justine ? Oui, pour nous, clairement, le défi est tel qu'il n'y a pas une seule solution magique et unique, mais il y aura qu'un ensemble de solutions innovantes qui pourront permettre de répondre à ce défi majeur. Et c'est uniquement en travaillant de manière groupée autour de ces différentes solutions qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Alexander, pour vous aussi, il faut aller vers un mix agricole. Oui, je crois bien parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a fait les dernières 50 ans. On est abouti jusqu'à aujourd'hui. On a nourri beaucoup plus de monde maintenant. Donc ça, il faut continuer. Il faut chercher, mais il faut chercher des systèmes où on produit bien, mais avec moins d'impact environnemental et qu'un partage de valeurs au sein de filières est aussi un peu plus assuré parce qu'on voit aujourd'hui, on a une perte d'agriculture chaque année en France, en Europe. Et si ça, c'est plus à l'avenir pour des jeunes, on va perdre la production. Donc c'est la question comment on peut fidéliser aussi de personnes qui ont peut-être fait un cursus ingénieur chez nous, devenir agriculteurs ou conseillers ou créer des startups ou des entreprises qui assurent la production, mais avec moins d'impact environnemental.
Alors ça, c'est intéressant, c'est cet agriculteur, agricultrice de demain, du futur. Il ressemble à quoi? C'est à la fois un mix de start-upers, d'ingénieurs, de faiseurs aussi d'alimentation du futur. Je parlais de mix agricole pour résoudre ce défi, nourrir la planète en 2050. Là aussi, pour ces talents de l'agriculture appelés à vous rejoindre, Justine, notamment à la ferme digitale, il faut penser à justement des talents multicartes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, on a plusieurs fondateurs de start-up qui sont aussi agriculteurs. Alors, certains continuent à combiner les deux. D'autres ont arrêté l'un pour se lancer plutôt sur la partie start-up. Mais c'est vrai que les agriculteurs de demain et d'aujourd'hui sont des entrepreneurs. Et ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus fort aujourd'hui. Moi, je suis toujours impressionnée quand je vais dans certains domaines agricoles où j'ai un exploitant qui me présente des résultats scientifiques qu'il a été chercher et regardé pour essayer de comprendre. Donc, ils ont de plus en plus l'envie de comprendre les choses qui les entourent et de savoir comment arriver à mieux vivre de leur travail. Il faut qu'on arrive à valoriser ce métier d'agriculteur. Ça, c'est effectivement indispensable. Il faut qu'on les aide dans leur quotidien, qu'on arrête de leur remettre sur les épaules tous les problèmes qu'on a, parce que ça reste eux qui nous nourrissent, effectivement. Et donc, nous, en tout cas, que ce soit côté ferme digitale ou Myco-Phyto, on travaille au service des agriculteurs. On travaille pour eux, pour leur permettre de mieux vivre de leur travail, pour leur permettre d'avoir une meilleure santé au travail aussi. Et pour cela, ce qui va être important de changer, c'est aussi les consommateurs. Il faut que les consommateurs arrivent à comprendre d'où proviennent la viande qu'ils mangent, d'où proviennent les légumes qu'ils sont en train de consommer, quel coût ça doit avoir et combien il faut payer pour ça. C'est quelque chose qui va être vraiment important dans l'avenir. Ça va être le changement et la prise de conscience des consommateurs. Oui, on termine avec vous sur cette question, Alexander, notamment, encore une fois, je le rappelle, vous êtes un des experts mondiaux de l'agroécologie. Nous aussi, citoyens, consommateurs, on peut faire partie de la solution et du changement. Il faut, parce que sans les consommateurs, on ne va pas changer la problématique ou la question d'aujourd'hui. Je dis tout à l'heure, cette question de la production animale, qui on a besoin et qu'il faut rester. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça si on a un problème de nourriture dans une grande partie du monde, à continuer de donner 60 à 80% de céréales produites dans le monde qui rentrent à l'estomac des animaux pour après nous produire de la viande. Donc, c'est forcément une question de l'alimentation. Et là, je n'argumente pas que pour le vegan ou végétal, c'est pas du tout. Mais voir comment cette empreinte peut être un peu changée, mais aussi des produits de qualité qui sont produits avec des bonnes pratiques mais qui ont une valeur nutritionnelle aussi très haute. Donc, les consommateurs vont jouer un grand rôle, mais souvent, d'après moi, les consommateurs ne sont pas encore assez informés sur ça. Et le Salon de l'Agriculture, justement, est là pour les aider à trouver notamment des solutions et des réponses à leurs questions. Merci infiniment, Justine Lipuma. Merci infiniment aussi, Alexander Wezel, d'avoir été avec nous pour cet épisode de l'École du futur, plus locale, plus durable, plus raisonnée, plus connectée. L'agriculture du futur s'écrit aujourd'hui au Salon de l'Agriculture et on vous y retrouvera notamment avec la ferme digitale. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus. Dis donc, Jeanne, j'avais tellement voyagé au Salon de l'Agriculture que je n'étais plus du tout connectée avec toi et pourtant on voyage aussi avec toi pendant ces vacances notamment d'hiver avec toutes ces technologies. On se retrouve nous dès lundi pour d'autres aventures dans, j'allais dire la ferme digitale, pas du tout, l'École du futur, dites donc.